Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Les candidats au baccalauréat session juillet 2020, série C, D et TI, croyaient au soir du 24 juillet dernier avoir fini avec le plus difficile que non. Un communiqué du ministre des Enseignements secondaires, signé le même jour, est venu repousser leur départ en vacances. Nalova Lyonga leur fait savoir qu'ils recomposeront les épreuves de physique, sciences de la vie et de la terre et chimie. Pour le ministre des Enseignements secondaires, il ne fait aucun doute, des candidats ont eu connaissance des épreuves avant leur entrée en salle d'examen. Une reprogrammation qui a pour conséquence immédiate le décalage du probatoire de l'enseignement général. Dès lors, des questions de bon sens se posent. Comment comprendre qu'un phénomène qui commençait à être rangé aux oubliettes refasse surface ? Les candidats, les enseignants et même des tierces personnes nous avaient habitués jusqu'à la session de juin 2019 à quelques infractions lors des examens. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée comme tous les lundis par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Fuite massive des épreuves au baccalauréat. Pourquoi ? Cette question, nous allons tenter, madame, monsieur, de trouver des éléments de réponse. Et pour y répondre, nous avons invité en plateau maître Joseph-Claude Biliga du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, leur nouveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Également à côté de lui, le professeur Jacques Evounan, enseignant d'université. Et lui, c'est le professeur des lycées sur ce plateau, Raoul Lemopi. Raoul Lemopi, bonsoir. Pourquoi cette année, comme j'ai dit dans mon propos introductif, pourquoi l'eau a recommencé à couler? Alors, merci Serge de me passer la parole en première position. Vous allez me permettre aussi de dire bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui habituellement prennent du temps pour nous écouter parce que justement Equinox Télévision est justement celle en termes de chaîne qui renseigne les Camerounais ce qui se passe véritablement. Alors, je ne vais pas répondre directement dans le sens que vous m'avez posé la question, mais pour dire simplement que la gestion des examens au Cameroun, c'est-à-dire que ce soit le probatoire ou bien le baccalauréat, a toujours charrié beaucoup, n'est-ce pas, d'émotions. Mais dans tous les cas, il faut le dire clairement que lorsque l'État du Cameroun choisit, n'est-ce pas, de créer une structure chargée de gérer ces examens, c'est parce que, de manière aussi précise, on s'était rendu compte que ces examens-là, dans la manière dont ils se déroulaient, ne permettaient pas, dans leur entièreté, de rendre compte, n'est-ce pas, de la qualité ou bien de la pertinence en termes de performance des enfants. Disons-le simplement, et d'abord pour le souligner, c'est que lorsque Zachary Batsogo, qui a été le premier à officier, n'est-ce pas, à ces choses-là, a pris les rênes de l'OBC, Zachary Batsogo a réellement travaillé pour redonner aux enseignements secondaires ou bien aux diplômes leur lettre de noblesse. Ce qui se passe, en fait, c'est quoi? C'est que, si nous regardons à peu près comment Zachary Batsogo a travaillé et comment, à un certain moment donné, les gens ont commencé à remettre en question, pas directement la qualité de sa compétence, mais sa longévité à la tête de l'OBC, on peut comprendre tout ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, tel que moi je perçois le problème, c'est que vers la fin de
la gestion des examens par Zakari Batsogo, les mains obscures ont commencé à perturber le travail que lui faisait. Parce qu'il faut qu'on le dise clairement, moi je suis enseignant, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour faire le travail pour lequel l'État a eu à l'appeler ou à le consacrer. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la question de la fraude massive aux examens, et ça qui me surprend un peu, a commencé à la fin de la gestion de l'OBC par Zakari Batsogo. Donc il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, oui. Mais tel que moi je comprends le problème, il s'agit, n'est-ce pas, d'une sorte d'instrumentalisation des uns aux autres, où on veut montrer par exemple que telle personne qui a été nommée à la tête des enseignements secondaires est inadaptée. Parce que, disons-le clairement... Mais attendez, Raoul Moupi, vous voulez nous faire comprendre que ce sont les hommes de l'autre qui... c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut qu'on se comprenne très bien. Oui. Comme Zakari Batsogo n'est plus là, et il y aura toujours ce phénomène cette année. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, on ramène Zakari Batsogo, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit bien que le problème de la fraude aux examens a été amplifié pour le cas qui nous concerne. Oui. Pour des raisons on aura le temps de débattre. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'époque de Zakari Batsogo, c'est-à-dire celui que Minkou remplace, le problème s'est posé parce que justement, à un certain moment donné, certaines personnes ont estimé que Zakari Batsogo avait passé assez de temps à la tête de l'OBC. Et ces personnes ont instrumentalisé, n'est-ce pas, sa présence, justement pour faire quoi? Pour montrer que il est devenu incompétent du fait de sa longévité pour gérer l'OBC. Ce n'est pas pour dire que... je ne suis pas en train de dire que les choses ont toujours bien passé. Mais je reconnais quand même que dans la gestion des examens au Cameroun, on peut poser comme une règle générale que si on pouvait gérer le Cameroun comme on a toujours géré les examens, je suis sûr que beaucoup de choses devraient se passer. Ok. Voilà. Alors, ça vous surprend d'apprendre ce qui s'est passé ces derniers, surtout le 24, c'est-à-dire la sortie du ministre des Enseignements secondaires, on n'a plus suivi ça depuis longtemps. Ça ne me surprend pas. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord dire bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à vous, Serge Aléoto, et merci pour le travail que vous faites. Sans oublier votre promoteur, Séverin Tchouke, qui prône l'information et la formation. Maintenant, quant au thème du jour, puisque la question de diagnostic se pose, il faut rentrer aux causes. Parce qu'on ne peut pas parler des conséquences sans parler des causes. Nous sommes dans une société où la corruption s'étale sur tout ce que nous pouvons constater. Ce n'est pas le seul secteur. Certes, la sortie de la ministre, Madame Nyonga, montre pleinement qu'il y a un problème. On ne peut pas faire une sortie comme celle-là sans décrier les raisons pour lesquelles on se retrouve là. Nos enseignants sont aujourd'hui, réduits à la mendicité. L'histoire de corruption ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez que l'eau a toujours coulé. Maintenant, elle ne coule pas, elle ne coule plus en compte-gouttes, elle coule à flot. Donc, par rapport à ça, on devrait savoir l'origine. Nous savons que nos enseignants sont réduits à la mendicité, ils ne sont pas bien payés. Ceux qui sont intégrés dans la fonction, qui sont intégrés comme enseignants, entrent dans leurs frais, dans leur salaire 2 voire 3 ans après. Vous pensez que c'est... Un coût d'intégration. Voilà, un coût d'intégration. Vous pensez que ces enseignants-là, comment ils vont vivre? Ils vont vivre de jonglerie, de vacations par-ci, de répétitions par-là,
pourquoi pas, de vente d'eau. Mais concernant le cheminement des épreuves du bac et du probatoire, nous savons que il se pourrait qu'il y a une commission. Voilà. Et cette commission fait la sélection. Après la sélection, envoie aux régionaux de la délégation de l'enseignement supérieur qui transfère aux départementaux et que ces départementaux transfèrent aux chefs de centre. Et bien sûr, toutes ces enveloppes-là sont scellées. Et c'est en salle d'examen que 2 élèves se mettent devant tout le monde pour déceler et déchargent effectivement que le document est scellé. Voilà. Donc, pour se rassurer du lieu de fuite, nous pensons que la fuite peut se faire au niveau de l'imprimerie. Parce que si la procédure est réellement respectée, ça ne peut être que là, parce que l'enseignement supérieur envoie un contrôleur. J'ai oublié de mentionner le contrôleur au niveau départemental. Donc ce contrôleur-là se rassure au niveau au niveau des chefs d'établissement que les documents sont arrivés scellés. Donc pour moi, s'il doit y avoir fuite, ça devrait être au niveau des impressions. Ok. Voilà, Maître Biliga, vous avez bien suivi Raoul Lemopi. Il a parlé de ce... Il est devenu... on va pas dire incontournable, hein. Zakari Batsogo, il a mis du temps à l'OBC, à suivre Raoul Lemopi. Les choses se passaient bien, mais depuis qu'il n'est plus là, on a vu ce qui s'est passé la semaine dernière. Et d'après Laure, il y a la condition même de l'enseignant qu'il faut questionner. Oui, j'essaierai de reprendre, hein. Mais déjà, permettez-moi aussi de vous dire bonsoir, de dire bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, millions de téléspectateurs. Et il faut un peu rentrer en arrière, je ferai un peu comme Laure aussi, mais un peu plus loin, en disant que ce n'est pas la première fois qu'on reprend des épreuves. Et ceux qui se rappellent de Ndamjoya en 1978, il y a eu le fameux BPC de Ndamjoya en 1978, auquel j'ai participé. Donc il a fallu faire un deuxième tour en septembre pour que les personnes, beaucoup de personnes puissent avoir le BPC parce que c'était vraiment difficile. Et je voudrais également dire que l'OBC, l'Office de baccalauréat de Cameroun, n'a pas été créé ex nihilo. Parce qu'il y avait effectivement ces récriminations par rapport aux fuites aux examens. Et la dette, direction des examens. Direction des examens et concours. On a parlé de beaucoup de choses, il y avait même ces problèmes d'argent qui se posaient là-bas. Et il y a eu, lui, il parle de Bazogo, mais le nom m'échappe, il y avait eu un syndicaliste du côté anglophone. C'est lui qui mène cette bataille qui aboutit à ce que l'État se dessaisisse à travers son ministère de l'Éducation nationale, je crois, de l'époque, en 1993, en faveur du General Certificate, de ce General DC Board qui est à Buea. Et c'était en juillet 1993, et quelques temps après, je crois en septembre, l'office du baccalauréat. En le faisant, en créant ce qu'on appelle en droit des établissements publics, des établissements publics administratifs. C'est-à-dire, c'est une sorte de décentralisation en fait. C'est-à-dire que l'État dit, vous avez dit que nous travaillons mal, nous de l'État, c'est pour cette raison qu'il y a des fuites. Nous, aujourd'hui, on vous confie, vous qui êtes des enseignants, parce que ce soit Bazogo, que ce soit Ebangagassien, que ce soit Bikoui, tous sont des enseignants, ceux qui ont été à l'OBC, de la même manière du côté anglophone. Le nom de ce monsieur m'échappe, alors que c'était vraiment un homme qui était, bien sûr, au devant de la scène. L'État leur dit, je vous donne donc la gestion de votre examen. Je reste avec l'examen des primaires, le CEP, etc. Jusqu'au BPC. Jusqu'au BPC. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que cette gestion qui a été laissée aux professionnels de l'éducation, cette gestion également pose problème. Mais vous voulez nous dire que l'État veut reprendre les choses? C'est pas ce que je suis en train de dire. J'aime toujours dire ceci. La critique est vraiment très facile. Parce que si cette fuite avait eu lieu pendant que c'est le ministère, c'est-à-dire sur la gestion du ministère, ça devait être la catastrophe.
on aurait eu tous les syndicalistes sur les plateaux de télévision en disant l'État est défaillant, etc. Aujourd'hui, on a donné à M. Lebossio, on leur a donné la gestion de leurs affaires et nous voyons ce qui arrive. Je voudrais terminer en disant ceci. Il n'y a aucune raison qui peut justifier qu'on vende des épreuves. Je le dis, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui est enseignant, qui est parti de l'enseignement, mais qui est enseignant. Donc j'ai vécu un peu cette histoire des épreuves, et ce que ma copanésiste vient de décrire là, avec ce côté des enveloppes scellées, etc. Et cela devait permettre en réalité qu'il n'y ait pas de fraude. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de fraude, parce qu'on parle de pauvreté. Okay. Que les enseignants m'excusent, ils sont en A2. C'est la plus grande au niveau de la fonction publique. Pas tous. Pardon? Pas tous. La plupart sont en A2. Les plaies. Ils sont en A2. Et en A2, ils vont en retraite pour la plupart à 60 ans. Il faut que cela soit noté. 60 ans. Alors que la plupart des fonctionnaires vont en retraite, sont d'abord en A1. Les préfets, les sous-préfets sont en A1. Ils vont en retraite à 55 ans. D'où les nombreux conflits. Je ne sais pas s'il y a des conflits, mais je parle des choses qui sont réelles. Donc, les enseignants, peut-être qu'ils peuvent subir, comme les autres fonctionnaires, un retard au niveau de leur paiement, de leur premier paiement. Mais il me souvient qu'à l'époque, quand nous étions élèves, effectivement, même à cette époque, il y avait ce problème qui se posait. C'est-à-dire que la solde, ils n'entraient pas tout de suite à la solde, mais ceux qui étaient étudiants, c'est-à-dire qui étaient à l'école supérieure, persévéraient en attendant une partie de leur somme qui était comme des avances qui correspondaient pratiquement à la bourse qu'ils percevaient pendant qu'ils étaient étudiants. Ça, c'est la réalité. Okay. Aujourd'hui, je ne peux pas dire ce qui se passe concrètement, mais je parle des faits réels. Okay. Donc, je dis, rien ne peut justifier que des fonctionnaires, encore que dans le cas d'experts, rien ne peut dire, personne ne dit faire de manière effective avec cette certitude qu'il s'agit d'un enseignant. Comme l'a dit Madame Marco Padres là, la fuite peut avoir lieu au niveau de l'imprimerie, ça peut avoir lieu dans tous les niveaux. Okay. Ce qui amplifie la fuite aujourd'hui, c'est ces réseaux sociaux, tout simplement. C'est les réseaux sociaux. À l'instant où on a une preuve, on envoie son frère pour pouvoir avoir des corrections et en moins d'1 minute, toute la République est au courant. Alors que lorsqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, l'eau coulait, mais pour que l'eau arrive par exemple en Guadeloupe, à partir de là, c'était difficile. Ok. Professeur Jacques Evouna, j'en viens à vous. Est-ce que ce qui s'est passé la semaine dernière pour le bac peut jeter en fait du discrédit sur cet examen finalement? Avec tout ce qu'on a vu, interruption de l'année, le 17 mars, reprise des cours le 1er juin, avec cette polémique qu'on a reçue plusieurs fois ici, Raoul Lemopi, il faut aller, il ne faut pas partir. Maintenant, l'eau se met à couler. Très bien. Bonsoir Serge Alain Outou, merci de m'avoir fait l'amitié de m'inviter. Bonsoir Madame Louchan. Bonsoir Maître Biliga, bonsoir Monsieur Lemopi. Oui. Je dis également bonsoir à tous vos téléspectateurs. J'ai une pensée pour les candidats aux examens de cette année, également à ceux des collègues qui sont impliqués dans ce processus d'évaluation. C'est clair que l'image, pas seulement du bac, mais de notre système éducatif entier, vient de prendre un nouveau coup. Parce que un examen qui est, pour utiliser l'euphémisme de Madame le ministre, reprogrammé, est un révélateur d'un certain nombre de dysfonctionnements. Mais au-delà du discrédit, ce que moi je veux dire, c'est que on trouve là que notre système, ou alors la crise a frappé l'un des secteurs pour lequel nous aurions dû nous battre pour qu'il soit épargné, c'est-à-dire l'éducation. Quand on parle de fraude, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'irrégulier. Ça veut dire qu'il y a une main malfaisante. Ça veut dire que c'est tout le travail qu'on a fait depuis la rentrée. Les programmes, le choix des livres, les enseignements, le sacrifice même de certains de retourner à l'école pendant la pandémie. C'est tout cela qui est, pour ainsi dire, jeté à l'eau. Alors, je l'ai écrit quelque part. Vous voyez,
c'est une mauvaise publicité contre le système éducatif camerounais, c'est une mauvaise publicité contre notre bac parce que sur le plan international, on est déjà amoindri. Ouais. C'est un diplôme qui aura du mal à se vendre et à se faire accepter. Parce que l'idée de tricherie, j'ai lu quelque part aujourd'hui, à la Sorbonne, à Paris, en France, quelqu'un dont on a annulé le doctorat pour une cause de plagiat. Ouais. Vous voyez que sur le plan international, il y a un certain nombre de choses qui ne pardonnent pas. Et on est un peu dans le regret d'observer tout ce qui se passe avec cet examen-là. On espère que on trouvera des solutions pour les éditions à venir, parce que pour celle-ci, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ok. Voilà, Raoul Mopi, concrètement, Laure Nouchan nous a dit que ça peut partir de l'imprimerie. Comment les épreuves, comment elles sont choisies? Combien de sujets? On va le dire. Expliquez-nous le processus. Ok, je crois que c'est une très bonne question que vous posez. Je vais essayer de manière... Et les acteurs, vous nous donnez les acteurs à tout. Je vais essayer de dire à nos téléspectateurs la manière dont les choses se déroulent. Parce que justement, quand Laure a eu à parler, je me suis demandé si on se retrouvait encore au Cameroun. Voici ce qui se passe en fait. Chaque fois, chaque année, lorsque on sait qu'on va programmer les évaluations certificatives, les enseignants, dans leurs différents départements, proposent les sujets. Les enseignants de tout le Cameroun proposent les sujets. Et habituellement, les derniers sujets, du point de vue du principe, arrivent à la délégation régionale autour de décembre à novembre. Okay. Donc on est au premier trimestre déjà. On est au premier trimestre. Les sujets des examens sont proposés au premier trimestre. Les examens sont proposés dans chaque département. Tous les départements. Enseignement général, enseignement technique, c'est comme ça. Entre novembre et décembre, les sujets sont déposés. Ce qui se passe donc, c'est que les inspecteurs régionaux des enseignements secondaires, on appelle les IPR, vont, parce que les sujets sont déposés avec leur corrigé. Il faut qu'on se comprenne très bien. Les inspecteurs vont travailler pour s'assurer que les sujets coïncident avec les contenus pédagogiques et que les esquisses de correction coïncident aussi avec les éléments théoriques permettant d'évaluer l'enfant. Lorsque tout cela est réuni, ils acheminent cela à l'inspection nationale. L'inspection nationale qui va recevoir tous ces sujets et les corrections qui viennent de toutes les 10 régions. Ils vont travailler sur ces sujets-là et proposer maintenant entre 4 et 5 épreuves à l'OBC, parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Lorsque les sujets sont proposés, si vous remarquez très bien, vous allez constater que la date, c'est-à-dire la session, est portée à la main. Oui. Techniquement, cela veut dire que quand les épreuves sont envoyées et les inspecteurs nationaux ont fait le tri, ils mettent aussi à la disposition de l'OBC et du ministère de l'enseignement secondaire les épreuves dont eux-mêmes ils estiment coïncider à la fois avec les contenus théoriques, c'est-à-dire les objectifs, mais aussi les contenus en termes d'enseignement. C'est pour ça que quand ces épreuves sont déposées, le principe c'est qu'on peut choisir n'importe quelle épreuve, sachant que ce sont les inspecteurs qui ont proposé. Quand on choisit l'épreuve X ou Y, cela ne fait aucun problème. Donc, dès que l'épreuve est choisie, on va porter la date de la session et cela est imprimé. Ce qu'il faut dire à nos nombreux téléspectateurs, c'est qu'en vérité, ce n'est pas les enseignements secondaires qui impriment ces épreuves. Ça, nous le savons. Il y a deux groupes il y a le ministère qui gère le CAP et le BPC, et puis il y a... Non, je suis en train de parler de ce qui nous concerne.
l'OBC. Voilà, ce n'est pas les enseignements secondaires qui impriment. Oui, c'est l'OBC. Parce qu'il n'y a pas une cellule d'impression aux enseignements secondaires. Si vous parlez même de l'OBC, ce n'est pas toujours l'OBC. C'est qu'en vérité, il y a, n'est-ce pas, une structure qui fait ces impressions et fait ces impressions sur la base des éléments que l'OBC a eu à confier. Parce qu'il faut le dire, l'OBC est l'outil technique dans le déroulé des examens. C'est-à-dire que le ministre ne peut pas tout gérer. Hein? Il y a une structure qui a été créée, c'est l'OBC qui gère, qui gère n'est-ce pas, les processus de reprographie, et puis le ministère des enseignements secondaires comme un peu la tutelle. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien, parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont se poser. Et nous aurons le temps de les poser. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est exactement comme je vous dis. Donc, dès que la structure qui est chargée de faire la reprographie fait le travail, c'est aussi sur la base des informations, n'est-ce pas, matérielles que l'OBC communique. C'est-à-dire que pour un sous-centre, par exemple, on sait que le sous-centre X a tel nombre de candidats. Et ce nombre de candidats est reparti, n'est-ce pas, en tel nombre de sous-candidats. C'est-à-dire quoi? Il y a, par exemple, si on prend le cas du bac, il y a A4 allemand, il y a espagnol, il y a C, il y a D, il y a TI, il y a ceci ou cela. Les effectifs sont clairement connus par la structure qui fait la reprographie. Et les documents qui partent de là sont déjà enveloppés. C'est justement pour ces raisons que tous les chargés de mission sont clairement informés du package qu'ils doivent avoir pour se rendre dans les centres qu'ils coordonnent. Donc, ce n'est pas une affaire où on va par exemple dire que l'OBC, les enseignements secondaires, la structure qui fait cela. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, quand moi par exemple, j'ai été informé, n'est-ce pas, de ces manquements, j'ai questionné beaucoup de choses. La première chose que j'ai questionnée, c'est la structure qui fait cette reprographie. La deuxième, c'est l'OBC, parce que l'OBC est clairement la tutelle technique. J'ai aussi questionné le ministère des enseignements secondaires, parce que c'est ce ministère qui coordonne tout. Mais pour une fois, je dis devant nos auditeurs, nos téléspectateurs, Madame la ministre des enseignements secondaires a fait son travail. C'est-à-dire que, constatant que l'eau a coulé, parce qu'on ne peut pas se le cacher, puisqu'il y a un communiqué qui informe la communauté nationale de ces questions, constatant que l'eau a coulé spontanément, et c'est ce qui lui est rare, parce qu'il faut qu'on le dise, spontanément, elle a dit, par rapport à l'eau qui a coulé, voici la conduite qu'il faut tenir. Et sur ce point, quand vous lisez le communiqué, il y a indirectement des personnes ou bien des cadres des enseignements secondaires qui ont été interpellés. Oui. Parce que ce qu'il faut dire, ici où je pensais qu'on devait arriver, c'est que quand vous lisez le communiqué de Madame la ministre des enseignements secondaires, j'ai dit, pour moi, c'est une fois que moi je salue sa démarche. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher sa main de gérer. Mais pour ceci, sa réaction a été proactive. Je vais vous dire que quand vous lisez le communiqué, elle oriente même déjà les enquêteurs sur des personnes supposées qui auraient, n'est-ce pas, été la source de ces affaires. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Elle dit, Madame le ministre dit, toute personne qui tenterait d'interférer dans leur déroulement sera sanctionnée. C'est ça? Parce que je vais vous dire, avant cela... Qui tenterait? Avant cela... On dit, le ministre des Enseignements saisit cette occasion pour rappeler au public que les examens sont organisés pour le bien des jeunes Camerounais. Ok, je vais vous dire quelque chose. Il faut que nos téléspectateurs nous comprennent. En vérité... Parce qu'elle dit, cette fuite serait partie d'un chef de centre. Ça veut dire qu'en fait, elle a pu... Je voulais venir là. Voilà, elle a pu identifier... Donc il y a une orientation. Il y a une orientation dans ces affaires. Je voulais dire quelque chose. Et c'est pour cette raison que il faudrait qu'on pose le point clairement. En fait, n'est-ce pas, la lettre
l'alerte dans les questions, n'est-ce pas, de ces fuites a été formulée à la veille de tout ce qui s'est passé. Le SINAES, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, a alerté le ministre de l'enseignement secondaire parce que ces choses coulaient déjà sur les réseaux sociaux. Permettez-moi de chuter. Oui, rapidement. Coulaient déjà sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand nous avons alerté, le SINAES a alerté Madame le ministre sur ces affaires-là, il y a eu comme un silence radio. Il faut voir, Madame, je vais vous dire la vérité, il faut voir que plusieurs personnes avaient envoyé l'information sur le fait que les épreuves étaient dehors. Mais, on a plutôt focalisé l'attention sur certains inspecteurs pédagogiques nationaux qui dispensent les enseignements dans certains collèges de prestige à Yaoundé. Et sur cette base, ces personnes-là n'ont pas voulu, n'est-ce pas, donner véritablement l'information. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'il y en a qui ont passé les épreuves à la 6e séquence. C'est entre guillemets, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'examen. Pour dire que les évaluations de juin, il y en a qui sont les inspecteurs nationaux qui ont passé certaines évaluations. Mais vous-même, vous avez dit que c'est en novembre, décembre ou plus tard qu'on envoie les sujets. Très bien. Pourquoi vous voulez empêcher Non, permettez aux autres aussi de réagir. D'abord, vous, professeur Jacques Evouna, à suivre Maître Biligan, l'entonnoir semble dirigé vers les chefs de centre. Vous savez, à cette heure-ci, on ne peut, sur cette question-là, ne faire que des supputations. Oui. Personnellement, je ne dispose pas d'éléments pour incriminer un X ou un Y. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que il n'y a même pas à ce que, comme le disait Maître tout à l'heure, ce type de situation se produise. Et quand j'entends M. Lemopi qui essaye de disculper toute la chaîne, je dis que non. Il faut... C'est déjà bien que Madame le ministre ait pris une décision, mais attention. Cette décision-là, je ne suis pas légitime pour la qualifier parce que derrière, cela engage toute une réflexion. Ok? Si vous prenez les apprenants, il y en a là qui ne sont pas entrés en contact avec les épreuves. Il y en a là qui n'ont pas triché. Et ils ont aujourd'hui le sentiment d'être injustement sanctionnés. Oui. Combien est-ce que cela va coûter aux contribuables? C'est des questions qu'on ne sait pas poser. Il y a peut-être, Serge, là, moi je vais peut-être anticiper parce que des polémiques inutiles, ça ne nous avance pas. Maître nous rappelait tout à l'heure, il y a eu dans ce pays 2 sessions au niveau des examens. Je vous assure, parce que ce qui arrive va nous coûter extrêmement cher, ne serait-ce que sur le plan symbolique, sur la valeur de nos diplômes. Il est peut-être temps, si on peut annuler 2 ou 3 épreuves et les reprogrammer, ça veut dire que peut-être il est aussi possible que les Camerounais envisagent d'avoir 2 sessions au probatoire ou au baccalauréat. Ça pourrait peut-être résoudre un certain type de problème. Pour revenir à votre question, que je crois avoir escamotée, vous me demandiez si... Saint-Jalin. Non. Vous parlez d'entonnoir, ça va, j'y suis. Oui, non, vous avez dit que vous ne voulez pas. Vous avez répondu. Non, attendez. Vous parliez d'entonnoir. Parce que j'ai entendu chef de centre. Oui. Cela veut dire une chose simple, c'est que nous devons également perdre l'habitude de faire des choses sans contrôle. Oui. Parce que qui est le chef de centre? Le chef de centre n'est pas un souverain. Le chef de centre lui-même doit avoir comment on va dire, une sorte de policier derrière lui. On ne peut pas confier. Le chef de centre ou le chargé de mission? Le chargé de mission, il chapeaute le chef de centre. J'ai entendu une phrase de maître. Oui, maître, vous avez parlé des chefs de centre. La fuite serait partie d'un chef de centre. Quoi? Le chef de centre n'a rien à voir. Attendez un peu. C'est ce que j'ai cru lire quelque part. Je ne sais pas si c'est le communiqué. Non, moi, je n'ai pas lu ça. Moi, je n'ai pas lu cela dans le communiqué. Il n'y a pas ça dans le communiqué. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une responsabilité partagée. Qu'il s'agisse du ministère, qu'il s'agisse de l'OBC ou des responsables sur le terrain,
c'est une responsabilité partagée. Moi, j'étais en train de dire tout à l'heure que nous sommes finalement dans un ministère où beaucoup de choses commencent à poser des problèmes. On a des problèmes de pédagogie, on a des problèmes de didactique, et maintenant c'est des problèmes d'éthique et de déontologie. Cela va nous amener plus loin pour savoir qui est-ce qu'on recrute finalement comme enseignant. Quelle est la formation qu'on donne à ces gens? J'ai entendu dire tout à l'heure que ils sont misérables, et je voudrais rejoindre Maître sur ce coup-là. Aucune condition de l'enseignant, aucune misère ne peut justifier qu'on mette à vendre, qu'on divulgue le secret des épreuves. Je reprends pour conclure et ne pas être inutilement long. C'est une responsabilité, c'est une faute qui est commune. Et là, quand je dis commune, je ne la restreins plus seulement aux enseignants, ni au ministère, ni à l'US. C'est toute la communauté éducative qui est engagée dans cette histoire. Parce que vous allez voir que, et ça je l'ai dit, les enfants qui sont punis, aucun n'est allé trouver l'épreuve, mais les épreuves sont venues les chercher. Cela veut dire qu'il y a là derrière des mains d'adultes, parfois même des gens qui ne sont pas enseignants, parfois même des parents qui ont cru devoir faciliter la tâche à leurs enfants. C'est une responsabilité partagée. Voilà, alors nous tenons un examen. Certaines épreuves sont reprogrammées, et ça va, il y a un coût. Comme disait le professeur tout à l'heure, il y a des enfants qui forcément vont, dans quel état d'esprit ils vont se retrouver. Certains qui croyaient avoir fini avec le bac, on leur dit, bon voilà, vous allez revenir les 3 et... C'est quand là? Le 3 et 4, voilà. 3 et 4 août. Est-ce que dans la tête de cet enfant qui revient composé? Avant de vous répondre, j'aimerais répondre au professeur et Ahmed Béliga. J'aimerais dire que c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de raison pour un enseignant de vendre les épreuves. Vous avez dit qu'ils sont en même catégorie, A2. Oui, c'est la catégorie, certains. Le plafond. Voilà, c'est la catégorie d'un sous-préfet. Non, ils sont en A1. Le sous-préfet A1. Bon. Il y en a qui sont à B1. À B1 même, ouais. Allons toujours dans votre sens. Ils sont à A2, donc ils sont supérieurs au sous-préfet. En catégorie. Oui. D'accord. Mais vous voyez que la corruption est la raison pour laquelle ces enseignants peuvent être envieux, puisque nos sous-préfets, qui sont à A1, vivent comme des rois avec l'argent du contribuable. L'enseignant qui est corrompu. Mais justement, c'est pourquoi je parle de notre argent, l'argent du contribuable. L'enseignant qui est en A2, comment se fait-il qu'il se retrouve à manger la misère? Parce que peut-être vous parlez, vous ne voyez pas leur quotidien. Madame Mouchouan, c'est pas ça le problème. Il y a des gens qui sont en C, qui ne font pas la corruption, qui sont en catégorie C, qui sont en catégorie D de la fonction publique. C'est-à-dire, la corruption vous me laissez, que ça. donc c'est pas le problème. Mon temps de parole, s'il vous plaît. C'est pas le problème. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Respectez mon temps de parole, s'il vous plaît. Vous avez rebondi après. Alors. Merci. Donc, je disais, il ne faut pas oublier la cause. Moi, je suis toujours sur les causes. La cause, c'est la corruption. On ne peut pas être dans une société où tout le monde... Non, vous avez bien suivi le professeur Evounan tout à l'heure. Il dit que les parents aussi, ils peuvent vouloir tomber dessus. Ils achètent pour leurs enfants. Je suis d'accord. C'est pas seulement les enseignants. Je ne dis pas non. Oui. Mais nous, le secteur le plus touché, c'est qui donne l'éducation? C'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui donne l'éducation. Donc, si l'enseignant donne l'éducation, il doit être l'exemple. Si l'éthique a foutu le camp, c'est normal que le parent, sachant qu'il peut remettre l'argent à un enseignant pour avoir l'épreuve. À qui il achète les épreuves? Non, je vais dire quelque chose. Il a beaucoup parlé. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Raoul. Chaque fois que vous parlez, je vous coupe pas. Respectez mon temps de parole, s'il vous plaît. Donc, ces enfants qui ont préparé leurs examens comme il se doit et qui se retrouvent dans une situation... Ça peut jouer sur le résultat final. Forcément, ça va jouer parce que quand on s'implique réellement et qu'au bout, on n'a pas le résultat de son entraînement, ça frustre, il y a des frustrations. Parce qu'on sait pertinemment que c'est toujours les cancres qui vont passer par derrière pour s'acheter des... Puisqu'on est dans une société où les gens achètent le mérite. On se dit, si X est comme ça, pourquoi moi je vais me donner la peine de travailler? Il suffit que j'aille remettre l'argent ou j'aille soudoyer X, Y et puis j'ai ce que je veux.
C'est la société qui est comme ça. Et ça, c'est le bilan du RDPC. Hein. Il faut qu'on reconnaisse ça. Oui, Maître Billy. Oui, donc vous savez, moi, les histoires politiques, des bilans de ceci, je n'aime pas. Ça devient une rengaine, donc ça perd de son efficacité. Moi, je voudrais qu'en sortant d'ici, que les gens comprennent une chose. Tout à l'heure, le professeur, l'enseignant. Oui, professeur Jacques-Yves. Ah, c'est très bien ça. Le professeur a parlé des sessions. En fait, le professeur, avant, il y avait 2 examens, 2 sessions. Que ce soit pour le BPC, pour le probatoire et le bac. C'est d'abord juin, et ceux qui étaient récalés allaient faire une 2e session en septembre. Et il y avait l'écrit et l'oral. L'oral a été interdit. L'épreuve orale a été interdite. Ça fait pas très longtemps. Parce qu'on s'était rendu compte que... Oui, ça fait pas très longtemps. On s'est rendu compte que les professeurs demandaient raqueter les élèves en disant « Donnez-moi 1000 francs ou 2000 ». Je le dis avec certitude. Et je le dis parce que j'avais un enfant qui est aujourd'hui à l'ERIC, qui est sorti de l'ERIC, je veux dire, qui était le fils de la dame de ménage. Il est venu en pleurant à l'une épreuve en me disant « J'ai échoué ». Il dit pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de l'argent pour qu'on me donne une note à l'oral. C'était une certitude, une réalité. C'est tout ça réuni qui a fait que on arrête, par exemple, l'oral, pour qu'il n'y ait plus d'oral, pour qu'il n'y ait plus une occasion de corruption. C'est-à-dire que la loi est dynamique, la vie est dynamique. C'est-à-dire on s'améliore à chaque moment. Le fait qu'on confie, que le ministère confie cette partie de l'éducation, des examens aux professionnels, c'est-à-dire aux enseignants, c'était dans le cas pour ensuite disant qu'avec eux, ils géreront mieux que les autres, c'est-à-dire le ministère qui a beaucoup de choses à faire, qui était une mastodonte. C'est pour ça que je dis, quoi qu'on dise, c'est un peu l'échec des enseignants. Excusez-moi de le dire, à dire de l'office du bac, qui est aujourd'hui un établissement public administratif chargé de la gestion des examens. Madame, la corruption, elle existera toujours, même si c'est vous qui venez au pouvoir. Soyez-en sûrs. Il faudrait tout simplement que nous tous, on se dise, chacun de nous peut faire pour qu'il n'y ait pas de corruption. Parce que moi, madame... Si la corruption a pris la place qu'elle a prise, madame, le Cameroun... c'est parce qu'il n'y a pas eu de sanction. Chaque fois maintenant, vous voyez qu'il a pris ma place. Oui, merci, on va revenir après le journal, parce qu'il est déjà là, Cédric. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Galan, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons des conditions de travail des entrepreneurs agricoles. Vous vous souvenez, il y a quelques années, le chef de l'État, Paul Biya, avait invité les jeunes à être des entrepreneurs agricoles en leur faisant savoir que la terre ne ment pas. Et dans le journal de 20h, il y a des jeunes qui sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment les difficultés d'accès à ces bassins agricoles, l'insuffisance des intrants agricoles et le manque d'accompagnement de l'État du Cameroun. Ils s'expriment dans le journal de 20h. Nous évoquerons ce soir, dans le cadre de cette édition d'information, une autre réalité vécue, cette fois-ci dans les régions septentrionales, là où la question du reboisement se pose avec acuité. Comment s'y prennent les acteurs de la société civile et les populations face au risque d'avancée du désert dans ces zones arides? On fait le point dans le journal de 20h. Nous évoquerons également l'insécurité grandissante à Douala, avec des spécialistes en cambriolage et vol de voitures qui ont été mis aux arrêts. Quels étaient leurs modes opératoires? Nous en parlerons dans quelques instants, c'est Jalan. Et en économie, au moment où le JICAM plaide pour l'urgence d'un plan de relance économique, le Premier ministre prescrit une étude minutieuse des propositions faites par le JICAM. C'est une décision prise après une concertation virtuelle avec le président du JICAM. On fait le point dans le journal de 20h. C'est Jalan. Voilà, justement, le journal de 20h, c'est dans un instant avec Cédric Noufélé. Juste derrière, ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de nos panélistes. Tour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Raoul Lemopi, enseignant de philosophie au lycée de Brazzaville. Nous sommes dans le
3e arrondissement de Douala, Laure Nouchan du MRC, le professeur Jacques Evounan, ancien à l'université de Douala, et maître Joseph-Claude Biliga. Maître, l'honorable Nietzsche dit que, bon, voilà, on doit tout laisser au RDPC, on doit tout vous abandonner. Donc, on va vous abandonner le pays. Comment vous réagissez à cette sortie? Non, rien de particulier. Comment ça? Il peut démissionner. Pourquoi attendre que ce soit l'ensemble de son parti qui démissionne? C'est aussi simple que ça. Il n'est pas lié par les autres députés. Il peut dire que lui, compte tenu des faits, il va démissionner. Ce sera un bon exemple. Mais je voudrais quand même dire une chose que, finalement, on a eu très tendance à le dire ici. Il n'y a aucun pays au monde où le parti au pouvoir n'est pas majoritaire ou ne cherche pas à être majoritaire. Lorsqu'une élection est faite et que le parti au pouvoir sent qu'il n'est pas majoritaire, il y a deux possibilités. La première, c'est des alliances. On le voit régulièrement à Israël. On fait des alliances pour avoir la majorité. Parce que le rôle d'un parti au pouvoir, c'est de gouverner. Or, vous ne pouvez pas gouverner avec une minorité parce que chaque fois, vos projets de loi seront bloqués, pour utiliser le terme. Donc, pour pouvoir travailler normalement, vous devez avoir cette majorité. Donc, c'est pour cette raison que vous voyez que parfois, on a vu cela en France, par exemple, où Mitterrand, et s'entend peut-être qu'il n'avait pas il voulait peut-être la consolider, a fait les élections anticipées, parce que c'est une autre façon également de pouvoir chercher cette majorité. Éviter la cohabitation. Mal lui en a pris, parce qu'il a eu la cohabitation à ce moment-là. Avec Chirac. Avec Chirac. Vous voyez des exemples. Donc, c'est un faux procès qu'on mène au RDPC, en disant, vous êtes majoritaire, parce qu'aucun parti, que ce soit le SDF demain, s'il faut que le SDF dirige ce pays, il faudra qu'il soit majoritaire. On parle de l'obésité de la majorité, ça aussi c'est un faux problème. Pourquoi? Parce que, certes, nous avons aujourd'hui au Cameroun, ce qui est une preuve de la démocratie, qu'il n'y a pas de mandat impératif. C'est-à-dire qu'un député, il est député de la nation. Oui. Il a été investi par un parti, mais il peut démissionner de ce parti tout en restant député de la nation. Ce qui n'était pas le cas. Vous vous souvenez de l'affaire Étienne Soman, qui était député de l'UPC. Le jour où il a été démis, il a été exclu de l'UPC, il a perdu son poste de l'UPC comme député. Mais on a vu Aya Abine, député du RDPC, est parti du RDPC, mais continue à être député. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est un faux débat pour parler de majorité obèse ou pas. La majorité obèse, l'intérêt, c'est tout simplement que pour éviter d'avoir ce qu'on appelle le chantage des députés. Parce que si vous avez une majorité de 2 ou 3 députés, vous êtes soumis au chantage, au risque de chantage de ces députés en disant « Nous, on va rejoindre l'opposition ou bien on va démissionner. » Et là, votre majorité peut basculer. Vous comprenez? Donc, c'est ce problème. Okay. Donc, c'est un faux débat qu'on dit. Et je dis une chose également. Lorsque vous venez de voir ce qu'on vient de nous montrer avec cette jeune dame qui est députée, qui fait bouger les lignes, parce qu'elle est députée, elle le faisait avant, ça c'est vrai, mais elle parle au nom du PCRN en disant que je suis député, je suis minoritaire à l'Assemblée, mais je pose des actes en faveur des populations. Et je me rappelle, je suivais hier ou avant-hier mon ami Wafo, ou je ne sais pas où c'était écrit, où il se vantait, ou bien c'est même ce monsieur, le député bien sûr, qui se vantait du Moussipo Gate. Oui, Moussipo Gate, en 1997. En 1997, le RDPC est majoritaire. Mais ce n'est pas ça qui a empêché que le SDF impose la création d'une commission d'enquête parlementaire qui a abouti à l'arrestation du ministre Boutchupou et par la suite à l'ouverture de ce qu'on a appelé aujourd'hui l'opération Épervier. Voilà. Ça pour dire quoi? Pour dire que les députés ou les maires, il ne faut pas forcément qu'ils soient majoritaires pour impulser, pour faire bouger les lignes. Okay. On le voit aujourd'hui à Ezeka, on l'a vu à Njombe Penja avec le député, le maire. Le maire de Njombe Penja. Ça bouge? Ça a bougé là-bas? Non, je vais dire le simple fait pour Paul-Éric Ligné d'évoquer ce problème de carrière dans le cadre du Code général de la décentralisation, ça fait bouger les lignes. Parce que ça a amené le ministre à réagir. Ça a amené un débat juridique et même politique quant à... Mais ça ne résout pas le problème de Paul-Éric Ligné. Non, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui.
ne croyez pas que la loi va se modifier du jour au lendemain. Le simple fait que le ministre ait déjà réagi, rien n'empêche que demain, les tests d'application, parce qu'il faut qu'il y ait des tests d'application. Que ça suive. Je crois que nous en avons parlé ici également. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait la loi, mais il y a les tests d'application qui, par exemple, définissent comment la répartition ou la gestion même de ces carrières, comment elle doit faire d'une manière concrète. Il faut des tests particuliers qui permettent de le faire. Laure Nouchon, le député Jean-Michel Ninche dit que le SDF, plus de 20 ans, proposition de loi sur proposition, rien ne bouge, rien n'aboutit. Ils pensent qu'ils doivent tout abandonner, peut-être suivre le MRC. Ils sont dans le regret d'avoir participé au double scrutin. Au vu de ses propos, je pense qu'il est dans le regret. Et moi, je pense qu'on déplace le débat. S'il est dans le regret, c'est parce qu'il voit qu'ils sont impuissants, justement par rapport au régime présidentialiste, où il y a un mariage Minat et les CAM RDPC, ce qui fait que forcément, on ne peut pas avoir les représentants choisis par le peuple. Donc, le problème actuel, c'est la crise du Nozo. Il faut résoudre cette crise. Et le MRC avait déjà fait des propositions il y a longtemps. Nous devons nous avons fait des propositions de la conciliation, des propositions d'arrêt de dépôt des armes. Voilà, on va revenir à vous. Voilà, justement, Raoul Lemopi, ce discours de Jean-Michel Ninche, la question que je posais tout à l'heure, est-ce que le SDF va prêter une oreille attentive à ce que propose le Jean-Michel Ninche, son député? Est-ce qu'on peut s'imaginer ce scénario-là, le SDF qui décide de quitter toutes les institutions et les membres? Non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est que si on essaie un peu de remonter, n'est-ce pas, l'histoire de la constitution de l'État du Cameroun, on va se rendre compte que nous n'avons pas une république, n'est-ce pas, d'acquisition, nous avons une république d'institution. C'est que l'État du Cameroun n'a pas été, n'est-ce pas, construit sur la base d'une lutte âpre. Il faut bien qu'on le dise. La lutte, si on peut, n'est-ce pas, le dire ainsi, a commencé avec l'UPC, mais cette lutte a été tuée dans l'œuf. Ceux qui dirigent le Cameroun ne sont pas ceux qui ont lutté. Et sur la base de ce postulat, disons-le clairement, c'est pas parce qu'on a les représentants du RDPC sur le plateau. Même le RDPC ne peut pas diriger le Cameroun. Enfin, ceux qui dirigent le Cameroun... Non, il y a un représentant du RDPC. Ok, considérons qu'il y a un représentant. Même le représentant du RDPC, qui est sur le plateau, s'il est sincère, il va dire clairement que le RDPC ne dirige pas le Cameroun. Je veux prendre un exemple. Si on considère la majorité, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, c'est le RDPC. Si on considère la majorité dans les municipalités, c'est le RDPC. Pensez-vous que sur la base de ces deux indicateurs que je viens de donner, on peut poser comme problématique la question de la décentralisation pour revenir à ce qu'il disait? Parce que si on prend le cas de Paul Éric Kingé, qui se débat en Djomé Penja sur les pierres ou bien sur les cailloux, il faut qu'on dise clairement que l'État du Cameroun, c'est-à-dire le régime qui gère le Cameroun depuis plus de 60 ans, a hypothéqué les richesses du Cameroun. Parce que le problème aujourd'hui sur la décentralisation, c'est quoi? C'est qu'il y a d'une part quelques individus qui ont signé les pactes, les conventions avec, n'est-ce pas, on va dire comment, la mère patrie. Il y a quelques individus qui ont signé les contrats avec la mère patrie. Et donc ces individus, ces individus sont simplement les représentants de ces mêmes partis au Cameroun. Et d'un autre côté, n'est-ce pas, l'idée illusoire d'un peuple qui revendique la souveraineté sur un ensemble de ressources. Il faut qu'on comprenne bien que la lutte que l'UPC a commencé et qui s'est poursuivie en 90-92 avec le SDF et qui aujourd'hui se prolonge dans le MRC doit être radicalisée.
Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on peut faire croire peut-être que le RDPC gouverne le Cameroun. C'est-à-dire que quand ils ont la majorité, c'est eux qui décident. Mais le RDPC ne décide rien. Monsieur Nietzsche, qui pose ce problème, il a l'intelligence politique de poser le problème, mais en termes de moyens, c'est-à-dire en termes d'opérationnalisation, des actions qui peuvent amener, n'est-ce pas, à faire basculer les choses dans le sens que le peuple veut. Il n'a pas ces moyens. Disons-nous. Qui est le peuple? Disons-nous. Non. Maître Biliga, non, ne disons pas des choses. Non, répondez-moi. Qui est le peuple? Ok, je veux répondre à votre question. Moi, je ne suis pas le peuple, c'est ça? Je veux répondre à ces questions. Je crois que je suis parti d'un postulat qui est simple à comprendre. Maître Biliga, dites-nous et dites à nos téléspectateurs qui nous regardent actuellement, qui sont ceux à qui on a remis la gouvernance du Cameroun pendant les indépendances? Est-ce que ce sont ceux qui ont lutté pour ces indépendances? Je veux répondre non. Aïdjo n'a pas lutté, on connaît le travail qu'il a lui-même eu à mener. C'est-à-dire que lui-même, il a dit, c'est même vivant. Ils ont dit qu'ils ont écrasé la rébellion, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont servi des causes qui n'étaient pas celles qui allaient dans le sens de ce que voulaient les Camerounais. Mais c'est vrai qu'on a donné la République. Aujourd'hui, tous les problèmes des Camerounais tournent justement autour d'une lutte de libération c'est-à-dire inachevée ou mal négociée. Disons-nous la vérité. Okay. Je veux chuter. Pour dire quoi? Pas mal surtout. Hein? Oui, lorsque par exemple, on crée le SDF, ce qui gêne la métropole partout dans les États africains, c'est le mot peuple. Maître Biliga, vous êtes du RDPC, vous ne faites pas partie du peuple. Je voulais répondre à cette question. Dans RDPC, il y a un rassemblement démocratique du peuple camerounais. Non, c'est pas ça. Alors, donc, si c'est ça que vous dites. C'est faux. Vous ne faites pas partie du peuple. Merci Raoul Mompi. Professeur Jacques Evuna, aujourd'hui, si le vœu de Jean-Michel Nietzsche arrivait à prendre corps, c'est-à-dire que le SDF se retire, le SDF qui a quand même été pendant longtemps, sinon qui est toujours la première force de l'opposition au Cameroun, quel regard la communauté internationale va poser sur le Cameroun, le SDF? Serge Alain, vous savez quel est souvent mon malaise à répondre aux questions qui ont trait à la politique, parce que c'est assez délicat. Je voudrais commencer pour vous répondre par dire que je ne suis pas la communauté internationale. Je ne suis que Camerounais. Et en tant que tel, je voudrais commencer par observer que le député Nietzsche a bien pris part à l'élection. Je voudrais observer... Mais il dit donc qu'il constate que rien ne bouge. Ben, laissez-moi répondre. Je voudrais observer que c'est des populations qui l'ont élu. Et qu'aujourd'hui, ils se lèvent et disent qu'ils proposent d'abandonner les institutions. On va quand même se dire que du point de vue du peuple dont on parle ici, c'est une grosse trahison. Je note par ailleurs que tout à côté... Parce qu'il faut que certains politiques perdent l'habitude d'être élus contre notre parti. On est élu pour l'intérêt du peuple. Tout à côté, et on a vu ça tout à l'heure, il y a quand même des gens qui trouvent dans tout ce qu'on peut décrire de noir, de ténébreux et de négatif, qui trouvent le moyen d'agir pour les petits Camerounais, pour les occuper, pour leur donner une chance de réussir. On va se poser la question. Comme j'ai dit, la fourmi le fit avec la cigale. Que faisiez-vous au temps chaud? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des mandats à l'Assemblée nationale juste pour critiquer un autre parti, alors qu'ils auraient pu faire des petites choses pour les Camerounais et qui auraient compté. Voilà peut-être les questions qu'il faut se poser. Voilà. Ou des choses qu'il faut se dire. Voilà, maître, justement, aujourd'hui, vos camarades ont souvent dit sur ce plateau que si le RDPC pouvait même avoir les 180 députés, il se sentirait à l'aise. Vous pensez que le président béninois se plaint? Nous ne sommes pas au Bénin. Non, vous croyez... Vous dites souvent le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais hier, c'est pas vous dites souvent le Cameroun, c'est le Cameroun. Sur votre plateau, je suivais quelqu'un du MRC dire que non, il faut qu'on prenne des exemples avec les autres pour faire la comparaison. Je fais la comparaison aujourd'hui. Avec le Bénin. Au niveau du Bénin, il y a un seul député de l'opposition dans toute l'Assemblée. Vous croyez qu'il ne fonctionne pas? Il ne continue pas à travailler? Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on pose des faux débats. Je l'ai dit tout à l'heure, avec cette histoire de majorité obèse. Oui. Nous avons ouvert la voie aux élections
à une compétition démocratique qui a commencé d'ailleurs au sein du RDPC. Faut voir, il n'y a jamais eu de compétition démocratique. Le RDPC n'a jamais gagné, tout le monde le sait. Il faut savoir qu'avant que... Donc ne nous parlez pas de démocratie, c'est pas vrai. Avant le multipartisme, au sein du RDPC, il y avait déjà les élections d'une compétition pour choisir des représentants des représentants du RDPC, c'est-à-dire des élus. Il y avait donc des primaires. Ça a été institué avant le vent de l'Est. Il faut que cela soit... Maintenant que le vent est pas le vent a arrivé, on a vu le SDF, qui a refusé d'aller aux élections. On a vu l'opposition gagner en 92. Oui. Tout le monde le sait. Oui. Il a fallu tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de lorsqu'un parti doit gouverner, il doit impérativement faire des alliances lorsqu'on n'a pas la majorité. Le RDPC, qui n'avait pas la majorité absolue, a dû faire recours au MDR d'Akoli Darsala pour pouvoir gouverner. C'était l'opposition. L'opposition a choisi de rejoindre le parti au pouvoir. C'est pas vous me comprenez. Donc moi je dis, lorsque les gens viennent comme enseignants et on découvre qu'ils sont du MRC, ils parlent du MRC. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Non. De l'UPC. Non, de SDF, du MRC aujourd'hui. Non. Moi je pense qu'on ne fait pas une bataille hors de l'hémicycle. On fait pas une bataille hors de l'institution. Tout à l'heure, je reviens dessus, on a eu notre dame, Madame Nourane Fautine, qui elle est allée aux élections. Malgré le mauvais code électoral, malgré la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, elle est allée aux élections, elle a gagné des élections. Elle est en train de montrer que elle, même si elle ne peut pas faire passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle peut quand même impacter sur la vie des Camerounais. Nous avons parlé de Paul Rikingen. On a parlé toujours dans le cas du PCN, du maire des ECA aujourd'hui. Allez voir ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas d'élection dans les néocolonies. S'il vous plaît, vos histoires de néocolonies, j'en ris. Je m'en moque pourquoi. Parce que tout à l'heure, je vois bien que ce soit peut-être ma co-panéliste qui évoque le problème. J'aurais été plus à l'aise pour pouvoir répondre ça. Mais il est co-panéliste regardez, non, il ne dit pas qu'il est officiellement de MRC. Regardez le courrier. Ah, il est du MRC? Il ne le dit pas officiellement. Regardez les courriers que le président du MRC écrit aux autorités camerounaises. Oui. Toutes sont ampliées France. Toutes. On met la France, on met l'Union européenne, etc. On met les États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste toujours dans cette néocolonie, si vous appelez ça néocolonie. Nous voulons voir des gens qui, pas seulement à travers des paroles, mais à travers les actes, nous montrent que ce que vous appelez néocolonie est en train de partir. Or, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous risquons même d'aller plus loin, aller encore nous enfoncer dans ce que vous appelez néocolonie. Parce qu'il y a une personne aujourd'hui qui peut nous faire partir. On nous a dit que le président n'a pas refusé de renouveler des accords que vous appelez des accords néocoloniaux. S'il y a une personne qui peut le faire aujourd'hui, c'est lui. Parce qu'il est, quoi qu'on dise, il a un certain âge. Il n'est pas de toute jeunesse. Donc aujourd'hui, il peut prendre des engagements que les plus jeunes auront de la peine à faire. Donc moi je dis, ce pays-ci, il faut terminer. Je crois que certains ont compris cela. Lorsqu'on demande à l'homme militant d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais moi, je ris. Je vous donne un exemple banal. Lorsqu'on vous dit, pas d'élection avant la fin de la guerre de Nozo, qui peut savoir quand la guerre de Nozo va finir? Qui peut le dire avec certitude aujourd'hui? Prenons un exemple banal. Il doit y avoir un changement au niveau de la tête de l'État. Pour une raison ou pour une autre, démission du président de la République, cause naturelle, etc. La loi dit 120 jours pour organiser les élections. On va attendre que la guerre de Nozo s'achève. On va attendre qu'on modifie les règles du jeu pour aller aux élections, alors que la Constitution dit bien qu'on doit pouvoir les faire dans un délai bien déterminé. Vous comprenez un peu ce que je suis en train d'expliquer. En fait, pour dire que c'est un faux message qu'on transmet aux Camerounais. En leur disant qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y a pas le code qui est modifié. Il n'y aura pas des élections tant qu'il n'y a pas la guerre du nord-ouest ou du sud-ouest. Non. Parce que demain, après-demain, ou dans un an ou dans 2 ans, il peut arriver que nous soyons amenés à aller aux élections. En ce moment-là, la guerre n'aura pas été finie. En ce moment-là, et je veux dire, le code n'aura peut-être plus changé. Et aujourd'hui, on vous dit, les gens sont en train de vouloir faire aller au régional. Voilà. Maître Bilika, je reste un instant avec vous. Vous avez dit en première partie que tout s'adapte. L'office OBC, c'est parce qu'il y a eu des manquements.
on a remis la gestion, entre guillemets, aux enseignants. Oui. Voilà, et pour le code électoral, ça vous satisfait? Mais on ne peut pas l'adapter aussi en fonction. Je vous ai dit une chose. La loi est dynamique. Oui, voilà. Vous connaissez le Cameroun. On a commencé avec les ministères qui géraient les élections. Le ministère de la mission territoriale, rien que comment on le fait en France. Comment on le fait en France, en France et ailleurs. Par la suite, on a créé ONEL 1, oui, ONEL 2. On est aujourd'hui à Elecam. Oui. Mais seulement, il ne faut pas qu'on oublie une chose. Il ne faut pas que des personnes pensent que la modification des lois électorales peut forcément être en leur faveur. Voilà. Exemple banal. Oui. Le Camerounais, le premier président du Cameroun est arrivé au pouvoir, il n'avait pas 40 ans. Le deuxième n'avait pas 50 ans. Oui. Vous croyez qu'aujourd'hui, en 2020, le futur président doit avoir plus de 60 ans? Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui intégrer les jeunes en disant on va créer un code consensuel dans lequel on dira au maximum 55 ans pour postuler pour être président de la République. Vous verrez, les gens vont sortir avec la machette. Ceux qui aujourd'hui disent qu'il faut qu'on modifie les lois électorales, ils veulent les modifier. Mais s'il y a un consensus, je ne vois pas. Non, le consensus, c'est quoi? Vous croyez que tous les 6 millions de 25 millions de Camerounais seront d'accord sur un fait? Voilà. Et si le consensus va dans le sens que je vous dis, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le nombre, on augmente l'âge électoral qui part, on diminue, qui part de 20 ans à 18 ans par exemple. Et voilà, merci. On va terminer rapidement avec les examens. Voilà, demain c'est le BPC, n'est-ce pas alors? Oui, demain voilà, c'est le BPC. Le BPC c'est demain. Permettez. Le BPC c'est demain. Le probatoire ce sera le 10, le 3 et 4 août. Voilà, qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas assister à ce qu'on est en train de décrire là? Tout d'abord, j'aimerais... Qu'est-ce qui va dire que l'eau ne va pas couler? Non, l'eau va toujours couler. Ah, c'est le système qui est comme ça. Le système est pourri. Le RDPC nous a montré qu'on est bien au fond. On est dans la boue, il faut y rester. Donc, pour l'instant, j'aimerais dire à monsieur... Maître Biléga que, comme on est en guerre, qu'on n'y sorte pas alors. On a vu, quand vous avez comparé à d'autres pays, on peut se comparer à la Côte d'Ivoire. On peut s'asseoir autour d'une table, discuter et trouver des solutions pour sortir de cette guerre. Et au sortir de cette guerre, justement, on propose un système électoral consensuel. On dit bien consensuel. Ça veut dire qu'on va s'entendre avec tout le monde. Donc pourquoi ne pas se projeter dans ce sens-là? Pourquoi vous voulez qu'on reste derrière? Il faut bien qu'on avance. On ne va pas rester éternellement en guerre avec nos frères. Il y a trop de morts. Il y a trop de morts. Il est temps que ça cesse. Il y a trop de morts. Ok, merci. Moi, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Permettez. Parlant des jeunes, moi, en tant que parent. Permettez, je reviens à vous. Parce qu'il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir, Sylvestre. On minute 100% foot tout à l'heure. Bonsoir Serge Alain, rassurez-vous, il n'y aura pas d'eau à 100% foot, ça ne coule pas. Sur ce plateau, on parlera de football, sont les buts qui pleuvent plutôt. Avec les bonnes performances des internationaux camerounais, nous faisons le point dans cette édition. Nous vous emmènerons en Espagne où il a été explosif durant le week-end. France-Zamboanguissa, nous irons également à retrouver Karl Tokekambi avec l'Olympique lyonnais qui affrontait le club de son compatriote et coéquipier chez Lyon d'Antable du Cameroun, Makengan de Gadui, la Gantoise en amical. Lyon qui se prépare pour la finale de la Coupe de la Ligue vendredi contre le Paris Saint-Germain qui a remporté la finale de la Coupe de France. Et aussi elle est explosive depuis la reprise du championnat du côté de Valéranga. Il s'agit de Choudjua Adjara qui a inscrit son 3e but en 4 journées le week-end dernier. Puis sur le plan local, les entraîneurs camerounais sont en plein recyclage à l'initiative de la direction technique nationale. Nous allons donc parler tout cela à nos spectateurs dans quelques instants avec nos invités, dont l'un est un instructeur de la Confédération africaine de football, instructeur des arbitres, l'autre entraîneur de football, Serge Alain. Voilà, merci. Tout à l'heure, après qu'il en soit, ce sera 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Laure, le parent maintenant, rapidement. Je disais qu'en tant que parent, c'est frustrant qu'un parent ait investi toutes ses moyens financiers, intellectuels, voilà, pour qu'à la fin, l'enfant ne puisse pas être à l'aise pour composer sereinement. Parce que là, maintenant, nous engageons la 2e phase de rattrapage, je peux dire comme ça. Ce budget-là, il sera sorti d'où? Parce qu'on parle juste du report d'examen. On ne nous parle pas du budget qui va avec. Qu'est-ce qu'on devait faire alors? On ne reprend pas? Non, je ne dis pas non. Oui. Parce qu'on sait comment ça se passe. Le système, le résultat sera le même. Oui. Parce que nous nous rendons compte dans les établissements aujourd'hui, il y a des établissements dits UP qui préparent
des épreuves pour les examens. Et ce sont ces épreuves-là qui se retrouvent finalement sélectionnés. Oui. Et ceux qui ne sont pas, ou les enfants qui savent comment ça se passe, balancent aussi à leurs copains. Il y a plusieurs manières. Voilà, et ça va vite. Donc, ça ne résolvera pas le problème. Il faut toucher le problème à la racine. Voilà, justement, professeur Evouna, tel que c'est parti là, nous sommes dans le secteur de l'office du bac. Le probatoire, ça, pour vous, peut bien se passer? Moi, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. Oui. Et il faut se dire que ce qui est arrivé est une situation exceptionnelle. Oui. Parce qu'au-delà de tout, on a vu des examens qui ont été souvent organisés et conduits d'une manière à peu près normale. Ce qui arrive est une alerte pour tous, pour le ministère, pour l'EBC, pour les parents, pour les candidats, pour toute la communauté. Moi, je pense qu'à partir du moment où une décision, même si je ne la partage pas, assez forte, a été prise par Madame le ministre, l'avenir, c'est-à-dire les autres examens vont se passer dans des conditions que moi j'espère vraiment normales. Voilà, merci. Raoul de Montpilly. Ok. Lendemain. Ok, Serge, vous allez me permettre, vous m'avez vu tout de noir vêtu. Et vous savez, j'ai perdu mon papa dimanche dernier. Condoléances. Et je profite ici là pour m'incliner davantage, n'est-ce pas, sur sa mémoire avec référence et différence. Je voudrais dire par rapport à la question que vous posez, qu'il faut faire confiance à l'OBC, qu'il faut faire confiance aux enseignements secondaires, qu'il faut faire confiance à la DEC. En vérité, c'est quoi? Nous sommes, n'en déplaise à Maître Biliga, nous sommes dans une logique de fin de règne et certains ont annoncé les nominations dans les ministères. Madame Nalova Lyonga est victime, n'est-ce pas, de ce genre de réseau. Ninkulu de l'OBC est aussi l'une des victimes de ces affaires parce que, qu'on le dise clairement, ce n'est pas une tradition dans l'organisation des évaluations au Cameroun. Et qu'on soit clair et qu'on le dise avec fermeté, l'État du Cameroun s'affaire, n'est-ce pas, à crédibiliser, parce que nous qui sommes les enseignants, nous avons un devoir. C'est lui, n'est-ce pas, de redorer, de travailler à redorer au système éducatif, n'est-ce pas, c'est les lettres de noblesse. Il faudrait que, par le travail que nous faisons, nous arrivons à délivrer les diplômes à ceux qui méritent et à refuser les diplômes à ceux qui ne méritent pas. Et pour finir, je voudrais simplement dire à Maître Biliga que ma posture critique peut-être relève de ma déformation intellectuelle, simplement pour insister sur le fait que dans les États sérieux, on peut ne pas être du parti au pouvoir, tout comme on peut ne pas être de l'opposition, mais que le troisième parti que vous semblez négliger, c'est sa propre conscience. Ok, merci. Donc, ma conscience. Merci Maître Biliga. Merci Maître Biliga. Merci à vous également, Raoul. Merci Laure. Merci Prof. Merci Serge Alotou. Voilà. Je voudrais quand même. Oui, parce que on me fait des grands signes. Je suis le doyen du plateau, présenter les condoléances à notre frère. Oui. C'est pas évident de perdre un parent. Okay. Nous sommes passés par là et c'est très difficile. Merci, madame, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. La première de la semaine, Equinox Soir. Bonsoir, Koutaba.